Bonjour, bienvenue. Merci de vous joindre à la présentation de Logement, Infrastructure et Collectivité Canada sur le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. Durant la présentation, j'appellerai ce programme le FSIL. Donc, cette présentation porte sur le volet de prestations directes qui a ouvert ses portes aux demandes en novembre 2024. Donc, la présentation d'aujourd'hui donnera un aperçu sur le programme, sur ses exigences, y compris les critères d'admissibilité pour les demandeurs et les projets, les conditions de logement et la façon dont les projets seront évalués. Nous fournirons également des informations sur la manière de soumettre une demande, ainsi que des conseils et des informations sur ce à quoi vous pouvez vous attendre après avoir soumis votre demande. Donc, le FSIL a été annoncé dans le budget 2024. Il s'agit d'un fonds de 6 milliards de dollars destiné à accélérer la construction et la modernisation des infrastructures d'eau potable, d'eau usée, d'eau pluviale et de déchets solides afin de fournir les infrastructures nécessaires à l'augmentation du nombre de logements. Il s'agit par exemple d'amener les canalisations d'eau jusqu'à un nouveau lotissement ou d'augmenter la taille des canalisations pour permettre la densification. Le fonds comporte deux volets, donc 5 milliards de dollars sont disponibles dans le volet des ententes provinciales et territoriales, où l'État fournira des fonds aux provinces et aux territoires pour qu'ils les distribuent et où les provinces sont tenues de contribuer à 33 des coûts totaux admissibles du projet. L'autre volet de financement qui fait l'objet du webinaire aujourd'hui est le volet de prestations directes d'1 million de dollars, dans le cadre duquel 10 des fonds seront consacrés à des projets menés par des Autochtones. La période de réception des demandes de financement pour le volet est ouverte depuis le 7 novembre dernier et restera ouverte jusqu'au 31 mars 2025. Il y aura également une prolongation jusqu'au 19 mai pour les demandeurs autochtones. Veuillez noter que les projets soumis peuvent être évalués à tout moment au cours de la période d'inscription. C'est pourquoi les demandeurs sont encouragés à présenter leur demande le plus tôt possible. Donc, avant d'entrer dans les détails du volet de prestations directes, certains d'entre vous se demandent peut-être à quel volet de financement ils doivent s'adresser. Donc, pour vous aider à déterminer le volet qui vous convient le mieux, il y a quelques éléments à prendre en compte. Par exemple, si votre projet est presque prêt à commencer la construction et peut être achevé d'ici septembre 2031, et si votre projet est nécessaire pour répondre à des besoins urgents en matière d'infrastructure qui permettront de construire davantage de logements, le volet de prestations directes pourrait vous convenir. Ce volet est fondé sur le mérite, ce qui signifie que les demandes sont évaluées en fonction de critères de mérite prédéterminés. Dans le cadre de ce volet, les fonds seront versés directement aux demandeurs par le biais d'ententes de contribution avec l'IC. Par ailleurs, si vous êtes encore à la phase de planification de votre projet ou si vous avez un besoin financier de votre province ou si le total des coûts admissibles de votre projet dépasse 100 millions de dollars, le volet d'entente provinciale et territoriale pourrait être une meilleure option pour vous. Enfin, veuillez noter que bien qu'un projet puisse faire l'objet d'une demande dans le cadre des deux volets de financement, il ne peut recevoir de financement difficile à la fois dans le cadre du volet de prestations directes et celui des ententes provinciales et territoriales. Toutefois, si vous choisissez de soumettre votre projet pour un financement dans le cadre du volet d'entente provinciale et territoriale, les provinces seront tenues de contribuer à hauteur de 33 du total des coûts admissibles du projet. Donc, pour en savoir plus sur le volet des ententes provinciales et territoriales, je vous encourage à consulter la section du site Web du programme. Donc, un aspect essentiel du FSIL concerne les conditions relatives au logement. Ces conditions s'appliquent différemment selon le type de demandeur, le lieu du projet et le volet. Pour qu'une province reçoive un financement dans le volet des ententes provinciales et territoriales, elle doit remplir les 5 conditions. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les deux premières conditions, à gauche de l'écran, car ce sont les seules qui s'appliquent dans le volet de prestations directes. Ces deux conditions ne s'appliquent pas aux municipalités des territoires ni aux demandeurs autochtones. Donc, la première condition de logement concerne le zonage. Les municipalités des provinces de plus de 30 000 habitants sont tenues de mettre en œuvre des changements de zonage pour mettre la construction de 4 logements de plein droit. L'expression ici 4 logements de plein droit fait référence à l'augmentation du nombre d'options de logements par l'adoption d'un zonage municipal qui autorise un plus grand nombre de logements intermédiaires, comme par exemple des duplex, des triplex, des maisons rangées et d'autres immeubles à plusieurs logements. Cette mesure est obligatoire dans toutes les zones résidentielles à faible densité dotées de services municipaux. Cela dit, nous comprenons qu'il existe parfois des considérations spécifiques au site qui empêchent la densification ou que certaines communautés sont encore en train de mettre en œuvre un zonage de 4 logements de plein droit. Vous pouvez fournir des détails supplémentaires pour l'expliquer dans le formulaire de demande et vous pouvez nous contacter si vous avez des questions sur la façon dont cette condition s'applique à votre municipalité.
Les demandeurs qui s'engagent à mettre en œuvre un zonage de 4 unités de plein droit peuvent demander un financement au titre difficile, mais ils devront démontrer dans leur demande que cette mesure sera mise en œuvre à court terme. Il est également important de noter ici que les projets ne recevront pas de financement tant que les exigences de zonage applicables n'auront pas été mises en place. La deuxième condition de logement qui s'applique au volet d'aujourd'hui concerne le gel sur les redevances d'aménagement. Donc, cette deuxième condition ne s'applique qu'aux municipalités ou aux administrations régionales dont la population est supérieure à 300 000 habitants. Ces collectivités sont tenues de mettre en œuvre un gel de 3 ans de l'augmentation sur les redevances d'aménagement par rapport au taux en vigueur au 2 avril 2024 et le gel doit être en vigueur pendant 3 années consécutives. Si vous n'êtes pas certain que cette condition s'applique à vous, nous vous encourageons à consulter l'annexe B du guide du demandeur qui contient une liste des municipalités soumises à cette condition. Comme pour la condition de zonage, les demandeurs soumis à cette condition peuvent présenter une demande au programme et recevoir une approbation conditionnelle sur la base d'un engagement à mettre en œuvre la condition, mais les projets ne recevront pas de financement tant que les redevances d'aménagement n'auront pas été gelées, comme l'exige le programme. L'IC peut prendre en considération d'autres mesures proposées par les municipalités pour atteindre un objectif politique similaire, à savoir réduire le coût de la construction de nouveaux logements et encourager les promoteurs à construire davantage de logements. Les mesures alternatives doivent être clairement détaillées dans la demande et doivent être mesurables et quantifiables. Les alternatives proposées seront examinées au cas par cas, l'IC se réservant le droit d'accepter ou non la proposition. Donc, parlons maintenant des autres éléments nécessaires pour être admissible au financement. Cette diapositive donne un aperçu rapide des demandeurs admissibles et non admissibles. Donc, les demandeurs admissibles dans ce volet sont les administrations municipales ou régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but lucratif constitués en société et les demandeurs autochtones. Les demandeurs qui ne sont pas admissibles sont les gouvernements provinciaux ou territoriaux, les organismes à but lucratif du secteur privé qui ne sont pas en partenariat avec un demandeur admissible, les particuliers et les citoyens privés, ainsi que les entités fédérales. Nous vous encourageons à lire attentivement le guide du demandeur pour confirmer l'admissibilité de votre organisation avant de présenter votre demande. Veuillez noter que les gouvernements provinciaux et territoriaux ne sont pas admissibles, euh, ou plutôt sont admissibles qu'en vertu du volet des ententes provinciales et territoriales et ne peuvent recevoir de financement par la remise d'une prestation directe. Donc, passons maintenant à un aperçu des projets admissibles. Les projets d'immobilisation et de planification sont tous deux admissibles dans le cadre difficile. Toutefois, étant donné que le volet de prestations directes est axé sur les projets présentant des besoins urgents et à un niveau élevé de préparation, nous vous encourageons à soumettre des projets de planification à votre province ou territoire dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales. Les projets d'immobilisation doivent être liés à l'augmentation de l'offre de logement. Les demandeurs doivent démontrer dans leur demande qu'il existe un besoin de logement ou que la population augmente et que le projet proposé augmentera la capacité des infrastructures liées en eau potable, aux eaux usées, aux eaux pluviales et aux déchets solides, qui sont principalement destinés à l'usage ou au bénéfice du public. Donc, bien que les projets dont le coût d'immobilisation est supérieur à 100 millions de dollars soient encouragés à être soumis dans le volet des ensembles provinciales et territoriales et ne seront pas admissibles à un financement au titre de l'un ou de l'autre des volets du programme, à moins que ces projets ne soient simultanément soumis à l'examen de la Banque d'infrastructures du Canada et jusqu'à ce que la Banque ait donné son avis au LIC sur la possibilité de sa participation au projet. Donc, la diapositive suivante présente quelques exemples de projets qui pourraient être admissibles. Vous pouvez voir à l'écran les 4 catégories de systèmes d'infrastructure admissibles à un financement au titre difficile. Donc, pour les réseaux d'eau potable, un projet admissible peut inclure le développement ou l'agrandissement d'une installation de traitement de l'eau, des équipements de stockage, des stations de pompage ou des canalisations de transport. Pour les réseaux d'eau usée, les biens admissibles peuvent comprendre des systèmes de lagunage, des stations de pompage et ou de relevage, des conduites de refoulement et des canalisations d'égouts. Les projets relatifs aux eaux pluviales, quant à eux, peuvent inclure des stations de pompage et de drainage, des étangs secs, des installations de gestion, des canalisations. Ils peuvent également inclure des éléments d'infrastructure naturelle tels que la rigole de drainage biologique qui apparaît dans l'image au bas de cette diapositive. Enfin, les exemples de projets relatifs aux déchets solides qui peuvent être admissibles comprennent l'agrandissement des sites de décharge avec un système de capture des gaz de décharge, un projet de traitement thermique et un projet qui détourne les déchets organiques afin d'en augmenter la durée de vie.
Si vous n'êtes pas certain de l'admissibilité de votre projet, vous pouvez consulter le guide du demandeur ou nous contacter par courriel pour poser vos questions. Passons maintenant au coût admissible. Donc, bien que le guide du demandeur et les instructions étape par étape contiennent des informations plus détaillées sur les coûts admissibles, je tiens quand même à souligner ici quelques points essentiels. Donc, le total des coûts admissibles d'un projet doit se situer entre 1 et 100 millions de dollars avec deux mises en garde. La première, les coûts minimums du projet ne s'appliquent pas aux demandeurs autochtones admissibles. Les projets dont le total des coûts admissibles dépasse 100 millions de dollars seront examinés qu'au cas par cas si ça s'applique à votre projet. Donc, veuillez contacter l'équipe du programme avant de soumettre une demande. Quelques exemples des coûts admissibles seront présentés sur la diapositive également. Donc, ils doivent être directs et nécessaires à la mise en œuvre du projet et sont généralement associés à des coûts d'immobilisation. Dans tous les cas, les fonds peuvent être remboursés qu'après la signature d'une entente de contribution. Donc, comme pour la dernière diapositive, les détails sur les coûts non admissibles sont disponibles dans le guide du demandeur, mais voici quelques points clés à retenir. Donc, les coûts engagés avant l'approbation du projet ne sont pas admissibles, sauf si ces coûts sont liés au respect des exigences fédérales, notamment l'évaluation environnementale, la consultation des Autochtones, la résilience climatique et l'atténuation des GES. Ces coûts peuvent être admissibles rétroactivement s'ils sont engagés après le 10 septembre 2024. Les coûts des employés bénéficiaires et les frais généraux, ainsi que les coûts associés à l'exploitation et à l'entretien continu, ne sont pas admissibles dans le cadre du programme. En outre, l'IC ne remboursera les dépenses admissibles que jusqu'à concurrence du montant contenu dans l'entente de contribution. L'IC ne paiera pas les dépassements de coûts, ce qui signifie que si le coût du projet dépasse le montant spécifié dans l'entente, ces coûts ne seront pas admissibles ni remboursés. Par conséquent, veuillez examiner attentivement les conseils sur les imprévus et les estimations par classe dans les instructions étape par étape lors de l'établissement de votre budget. Nous vous rappelons également que les ententes de contribution ne seront pas signées et que les projets ne recevront pas de financement tant que toutes les conditions de logement applicables n'auront été remplies. La part fédérale maximale des coûts que l'officiel peut contribuer à un programme dépend du type de bénéficiaire et de l'endroit où le projet est situé. Par exemple, la part du programme est plus élevée pour les projets situés dans les territoires que pour ceux situés dans l'une des provinces. La part des coûts est calculée à partir du total des coûts admissibles du projet. Cela signifie que le bénéficiaire est tenu de payer le montant total des dépenses non admissibles. L'autre élément important à prendre en compte est la différence entre la part du programme et les limites de cumul. Donc, la part fédérale fait référence au montant que le programme peut financer, tandis que les limites de cumul font référence au financement provenant de tous les niveaux de gouvernement, y compris provinciaux, territoriaux et municipaux. Les limites de cumul ne peuvent pas dépasser 100 des coûts totaux du projet. Si vous recevez des fonds d'autres sources, veuillez porter attention particulière aux limites de cumul de chaque programme, car c'est probablement la limite la plus basse qui s'applique. Les demandeurs qui ont demandé ou reçu un financement dans le cadre d'un autre programme doivent le mentionner dans le formulaire de demande. Bien que cela n'est pas obligatoire pour les projets de moins de 100 millions de dollars, les projets approchant ce montant peuvent également consulter la Banque d'infrastructure du Canada. Parlons maintenant des exigences fédérales. Donc, il y a plusieurs choses que vous devez savoir sur les exigences en matière d'évaluation environnementale et de consultation des peuples autochtones. Premièrement, ce ne sont pas tous les projets qui sont soumis à une évaluation environnementale ou à une consultation des peuples autochtones, mais lorsqu'une demande est présentée, le financement du programme est subordonné au respect de ces exigences. Deuxièmement, il se peut qu'on vous demande de fournir des informations supplémentaires après que vous ayez soumis votre demande. Les informations fournies aux ligues détermineront si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale ou d'une étude d'impact en vertu de la loi sur l'évaluation des traités modernes et des régimes réglementaires nordiques. En ce qui concerne la consultation des Autochtones, le gouvernement du Canada a l'obligation de consulter et, le cas échéant, d'accommoder les peuples autochtones lorsqu'il envisage une décision ou une activité susceptible d'avoir un impact négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités. Nous encourageons tous les demandeurs à entamer le plus tôt possible un dialogue avec les populations autochtones susceptibles d'être touchées par le projet. Enfin, n'oubliez pas qu'aucune construction ne peut commencer et qu'aucun financement ne peut être accordé tant que les exigences en matière d'évaluation environnementale et de consultation des peuples autochtones n'ont pas été satisfaites, le cas échéant. Donc, les exigences climatiques du programme visent à aider les collectivités à planifier les impacts des changements climatiques et à y répondre, ainsi qu'à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Ces exigences soutiennent que les infrastructures conçues pour résister aux conditions climatiques futures, donc en examinant l'exposition du projet aux dangers climatiques, par exemple aux inondations, aux feux de forêt, à la chaleur extrême, au dégel du pergélisol, et en intégrant des mesures de traitement des dangers climatiques identifiés à l'aide des meilleures données et projections climatiques disponibles. Sachez que certaines exigences fédérales doivent être prises en compte dès le début de votre projet, tandis que d'autres seront abordées ultérieurement dans le cadre du rapport sur le projet. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces mesures dans la section Trousses sur le climat pour le logement et les infrastructures du site web du LIC, dont le lien se trouve sur cette diapositive. Passons maintenant à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Le FCIL soutient la réduction des émissions de gaz à effet de serre en exigeant que certains projets incluent des mesures d'atténuation et en fassent état lorsque des émissions importantes sont attendues. Donc, par exemple, les usines de traitement mécanique des eaux usées dont les coûts admissibles totalisent plus de 10 millions de dollars, les projets applicables aux déchets solides tels que les décharges, le traitement des déchets organiques et le traitement thermique, et les lagunes anaérobie. Même s'il ne s'agit pas d'une exigence, nous vous recommandons vivement à tous les projets d'envisager des mesures d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de les indiquer dans la demande. Le programme soutient également l'approche de la politique canadienne achat de produits propres et exige que les projets admissibles réduisent les émissions provenant du béton. Vous trouverez plus d'informations sur ces exigences dans notre guide du demandeur. Maintenant que nous avons passé en revue les exigences du programme et les critères d'admissibilité, voyons comment votre demande sera évaluée une fois qu'elle aura été soumise. Donc, une fois qu'il a été déterminé qu'un projet est admissible, c'est-à-dire qu'il répond aux exigences du programme, le projet sera évalué sur la base de son mérite en tenant compte d'un certain nombre de critères, notamment la justification du projet, les besoins en logement auxquels le projet répondra, s'il s'agit notamment de la proportion d'unités de logement qui seront créées et de la mesure dans laquelle les projets soutiennent les ensembles résidentiels connus, la densification et l'accessibilité financière, les besoins en infrastructures auxquels le projet permettra de répondre, s'il s'agit notamment d'améliorer l'accès aux infrastructures, leur capacité et les services, les facteurs liés à la priorité et à l'état de préparation, et les avantages du projet pour l'environnement et la communauté. Donc, l'encadré à droite de l'écran présente les éléments d'une demande complète. Pour plus de détails, veuillez consulter le guide du demandeur. Et enfin, nous sommes arrivés à la diapositive la plus importante. Donc, comment pouvez-vous soumettre une demande de financement auprès du programme? Donc, le meilleur endroit pour commencer votre demande est le site web du programme. Vous y trouverez les guides du demandeur et les étapes à suivre pour ouvrir un compte et accéder au portail de financement. Prenez le temps d'explorer le portail et de consulter les instructions de candidature étape par étape qui s'y trouvent lorsque vous complétez votre demande. C'est un document d'accompagnement utile à consulter lorsque vous répondez aux questions du formulaire de demande. Par exemple, lorsque vous évaluez l'état de votre bien, vous trouverez des lignes directrices qui vous aident à faire la distinction entre un état qui est très mauvais, mauvais et passable. Donc, si après avoir consulté ces documents, vous avez encore des questions, vous pouvez consulter notre foire aux questions ou nous envoyer un courriel à l'adresse indiquée sur la diapositive. Une remarque sur le portail de financement, il se peut qu'il y ait des temps d'arrêt occasionnels sur le portail en raison de la mise en ligne d'autres programmes. Si vous recevez une notification à cet effet, veuillez sauvegarder vos informations séparément et réessayer le lendemain. Si vous rencontrez des difficultés techniques qui sont persistantes ou prolongées, le portail dispose d'une fonction d'aide qui vous permettra d'envoyer un courriel à notre équipe technique. Veuillez lui envoyer une description de votre problème et elle pourra vous aider. Donc, par ailleurs, pour les nouveaux utilisateurs, une fois que votre compte est créé, vous devrez vous connecter et vous reconnecter pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Donc, veuillez prendre note de ces quelques conseils lorsque vous remplissez votre demande. Premièrement, nous vous recommandons de commencer votre demande dès que possible. Vous pouvez la sauvegarder et y revenir autant de fois que vous le souhaitez avant de la soumettre. Deuxièmement, veillez à répondre aux questions avec des informations spécifiques, détaillées, précises et claires. N'oubliez pas de présenter votre projet et ses avantages. Nous évaluerons la valeur de votre projet que sur la base des informations que vous fournissez dans votre demande. Donc, plus vous fournirez d'informations, plus il sera facile de comprendre les avantages de votre projet et la manière dont il permettra d'augmenter le nombre de logements. Troisièmement, tous les contrats doivent être attribués de manière équitable, transparente, concurrentielle et conforme aux principes d'optimisation des ressources. Lorsque des marchés non concurrentiels sont nécessaires, veuillez consulter le guide du demandeur pour comprendre les exigences avant de les inclure dans les coûts admissibles.
L'obtention des approbations nécessaires pour les marchés non concurrentiels peut être un processus qui peut prendre plusieurs mois. Donc, vous trouvez également sur cette diapositive quelques ressources clés pouvant fournir des informations supplémentaires lors de la préparation de votre demande. Je vais maintenant passer en revue certains délais et ce à quoi vous pouvez vous attendre après avoir soumis votre demande. Donc, cette diapositive donne un aperçu du processus d'évaluation des demandes. Les demandes jugées conformes aux critères d'admissibilité passent à l'évaluation de mérite. C'est ici que nous pourrons vous contacter pour obtenir plus d'informations supplémentaires concernant les exigences fédérales ou si nous avons des questions sur votre projet. Sur la base des résultats des évaluations du mérite, le FSIL recommandera des projets à financer. Une fois que les décisions seront prises, chaque demandeur sera informé des résultats de sa demande. Donc, jusqu'à ce que vous receviez de nos nouvelles, vous pouvez supposer que votre projet est toujours en considération. Les projets sélectionnés recevront une approbation dans une lettre principale signée par le ministre et informée s'ils exigent des exigences fédérales liées à l'évaluation environnementale ou à la consultation des Autochtones. Enfin, rappelons-nous de ne pas attendre à la fin du processus pour soumettre votre demande, mais plutôt de le faire le plus tôt possible dès que vous êtes prêt. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un fonds du type premier arrivé, premier servi, les demandeurs peuvent être évalués et les projets considérés méritoires peuvent être approuvés pendant que la période de sélection des demandes est toujours ouverte. Donc, nous avons maintenant terminé la présentation. Si après avoir lu le guide et vu cette présentation, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à envoyer un courriel à notre boîte de réception générale du programme à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez au programme et nous vous souhaitons bonne chance pour votre candidature. Merci beaucoup.